Oh bonjour, installez-vous. Je vais pas tarder à commencer la lecture. Laissez-moi simplement allumer un feu de cheminée. On sera plus à l'aise. Excellent. On dirait que le feu commence à prendre. Ah, bien. On est beaucoup plus à l'aise. Laissez-moi juste prendre ce bouquin et commencer la lecture. Prime Étoile, livre 1 de 2920, dernière année de l'ère première, par Karlovac Villeneuve. Premier de Prime Étoile 2920, long sanglot, Morrowind. Au plus profond de son lit, recouvert de fourrure, Almalexia rêvait. Elle n'ouvrit les yeux que lorsque le soleil apparut à la fenêtre, conférant une lueur laiteuse au ton miel et chair de son mobilier en bois. Tout était calme, serein, à l'inverse du songe sanglant dont elle venait de sortir. Elle resta quelques instants à fixer le plafond pour essayer de remettre de l'ordre dans ses pensées. Au milieu de la cour du palais, un bassin d'eau bouillante faisait naître un épais nuage de vapeur dans l'air glacé du petit matin hivernal. D'un geste de la main, Almalexia fit s'éclaircir la surface de l'onde. Elle y aperçut son amant Vivek, assis à son bureau, loin au nord, mais elle ne souhaitait pas lui parler tout de suite. Elle le contempla longuement, le trouvant extrêmement séduisant dans sa longue robe rouge sombre, à écrire des vers comme il le faisait chaque matin. Vivek, l'interrompit-elle, et il leva les yeux, en lui souriant malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient. J'ai eu une vision de la guerre. Après 80 ans, comment imaginer qu'elle se terminera un jour, plaisanta-t-il, avant de retrouver tout son sérieux, car il avait une totale confiance en Almalexia et ses prophéties. Alors qui va l'emporter? Morrowind ou l'Empire cyrodiilien? Sans Sotacil à Morrowind, nous perdrons, assura-t-elle. Mes espions me disent que l'Empire attaquera par le nord, dès le début du printemps, en semaille, au plus tard. Pourrais-tu te rendre à l'île d'Artaeum et convaincre Sotacil de revenir? Je pars aujourd'hui même, lui répondit-elle. 4 de Prime Étoile, 2920. Gideon. Marée noire. L'impératrice faisait les 100 pas dans sa cellule. L'hiver lui procurait toujours un regain d'énergie, alors que l'été, elle passait ses journées assise à la fenêtre, à guetter le moindre courant d'air fétide venant la rafraîchir un tant soit peu. De l'autre côté de la pièce, la tapisserie inachevée représentant une scène de bal à la cour impériale semblait n'avoir d'autre but que de la narguer. Elle l'arracha à son cadre et la déchira en morceaux. Elle éclata de rire en réalisant la futilité de son geste, mais cela n'avait pas d'importance. Elle aurait largement le temps de reprendre la tapisserie, et même d'en réaliser des dizaines d'autres. L'empereur l'avait enfermée dans le château de Giovez il y a 7 ans déjà, et nul doute qu'elle y resterait jusqu'à sa mort, à moins qu'il ne décède avant elle. Poussant un soupir, elle tira la corde pour appeler son chevalier, Zouk. Il apparut à la porte quelques instants plus tard, en uniforme d'apparat, comme tout garde impérial digne de ce nom. La plupart des Cotringiens du Marais Noir préféraient aller nus, mais, contrairement aux autres membres de sa tribu, Zouk était très attiré par la mode vestimentaire. Sa peau argentée n'était plus visible qu'au niveau du visage, du cou et des mains. « Majesté », fit-il en s'inclinant bien bas. « Je me sens désœuvré, Zouk », fit l'impératrice Stavia, « si nous discutions de moyens d'assassiner mon mari. » 14 de Prime Étoile, de 1920. Cyrodiil, cité impériale. Les cloches annonçant la prière du vent du sud résonnaient dans les larges avenues et les grands jardins de la cité impériale, appelant les fidèles à l'office. L'empereur Raymond III se rendait toujours au service religieux du temple de l'Unique. Son fils et héritier, le prince Juilec, préférant, quant à lui, de lieux de culte pour chaque fête religieuse. Cette fête-ci, il avait choisi la cathédrale de la Bienveillance, consacrée à Mara, et avait réussi à y amener son père. Le service fut court, mais l'empereur ne revint pas au palais avant midi. Les combattants devant entrer dans l'arène attendaient impatiemment le début de la cérémonie. Fort heureusement, les spectateurs étaient moins agités.
le potentat Versidae Shae ayant eu la bonne idée de faire venir une troupe d'acrobates Khajiit afin de les faire patienter. Votre religion est tellement plus arrangeante que la mienne, soupira l'empereur à l'adresse du potentat. Quel doit être le premier combat? Une lutte entre deux guerriers armés, selon leurs cultures respectives, répondit Versidae Shae en se levant, ses écailles dorées renvoyant les rayons du soleil. Excellent, commenta l'empereur en applaudissant. Que la fête commence! Dès qu'il vit les deux guerriers pénétrer dans l'arène, sous les cris de joie de la foule, Raymond se souvint qu'il avait autorisé cela des mois auparavant, puis promptement oublié. L'un des gladiateurs n'était autre que le fils potentat, Savirien Chorak, sorte d'aiguille de couleur ivoire, intégralement recouverte d'une membrane translucide et tenant un katana et un wakizashi dans ses bras, si frêles qu'on aurait pu les croire dénués de force. Quant à son adversaire, il s'agissait du prince Juilek, le propre fils de l'empereur, revêtu d'une armure noire et d'un redoutable casque orc, un bouclier et une épée longue complétaient son enchaînement. Voilà qui devrait s'avérer fascinant, siffla le potentat en esquissant un large sourire. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu un Cyrodiilien combattre un Akavirois, seul à seul. En règle générale, nos deux peuples s'affrontent par armées interposées. Nous allons enfin voir qui a raison. Faut-il fabriquer des armures capables de vaincre les épées comme vous le faites, ou des épées pour vaincre les armures, comme nous préférons le faire? Exception faite du potentat et de quelques conseillers akavirois, personne ne voulait que Savirien Chorak l'emporte. Mais de nombreux spectateurs retinrent leur souffle en constatant la fluidité de ses mouvements. Ses épées semblaient faire partie de lui, comme le prolongement de ses bras. Sa queue lui permettait de s'équilibrer, et il s'en servait pour rouler sur lui-même et atteindre le cœur de l'arène. De son côté, le prince utilisait ses jambes pour marcher, tout simplement, ce qui le rendait bien moins impressionnant. La foule poussa une grande clameur lorsque les deux combattants se ruèrent l'un vers l'autre. L'Akavirois se comportait comme une lune en orbite autour du prince, sautant soudain par-dessus ce dernier pour le frapper dans le dos. Mais Juilek se retourna brusquement pour parer de son bouclier. Bien qu'immédiate, sa contre-attaque arriva trop tard, son adversaire se jetant au sol et se glissant entre ses jambes pour lui faire perdre l'équilibre. Le prince tomba dans un grand fracas. Savirien Chorak fit pleuvoir un déluge de coups sur son opposant à terre. Juilek les parant tous à l'aide de son bouclier. « Notre culture ne connaît pas les boucliers », murmura Versidae Shae à l'empereur. « J'imagine que mon fils doit avoir du mal à se faire à ce genre de combat. Dans notre pays, il est de coutume de s'écarter de la trajectoire du coup si l'on ne veut pas être touché. » Alors que Savirien Chorak brandissait ses armes pour lancer une nouvelle série d'assauts, le prince lui poussa violemment la queue des deux pieds, le faisant à son tour basculer en arrière. L'Akavirois retrouva bien vite son équilibre, mais ce léger flottement permit à son adversaire de se remettre debout. Les deux duellistes se mirent à tourner en chœur, jusqu'à ce que l'homme serpent se fende, katana en avant. Le prince détourna l'assaut de son épée longue, sans perdre de vue la véritable menace, le wakizashi adverse, qu'il para à l'aide de son bouclier. Le choc surprit Savirien Chorak, qui resta une fraction de seconde sans réagir. Aussitôt, le prince frappa de taille, et la pointe de son épée ouvrit une longue estafilade dans la poitrine de l'Akavirois, qui lâcha ses deux armes sous le coup de la douleur. L'affrontement s'acheva quelques secondes plus tard, Savirien Chorak gisant sur le dos, la lame de Juilek à quelques centimètres de sa gorge. « Le combat est terminé », décréta l'empereur, mais on l'entendit à peine, en raison de la clameur de la foule. Se fendant d'un large sourire, le prince aida Savirien Chorak à se relever et à rejoindre un guérisseur. Soulagé, l'empereur donna une grande tape dans le dos du potentat. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il s'attendait à ce que son fils perde. Il deviendra un grand guerrier, reconnut Versidae Shae, et un très grand empereur. Souvenez-vous bien de ce qui vient de se passer, fit Raymond III en éclatant de rire. Vous savez faire le spectacle, mais il suffit que l'un de nos coups porte pour signifier votre perte. Oh, soyez sans inquiétude, il n'y a aucun risque que je l'oublie, répondit le potentat d'un ton distant. L'empereur pensa à ce commentaire pendant le reste de l'après-midi, à tel point que les autres combats ne lui inspirèrent nul plaisir. Se pouvait-il que le potentat soit finalement son ennemi comme l'impératrice avant lui? Il faudrait le surveiller de près. 21 de Prime Étoile de 1920. Long sanglot. Morrowind. Pourquoi ne portes-tu jamais cette robe verte que je t'ai offerte? Demanda le duc de Long sanglot en regardant la jeune femme se rhabiller. Elle est trop serrée, expliqua Turala en souriant. Et vous savez bien que je préfère le rouge.
Elle est trop petite parce que tu as pris du poids, la taquina le duc en laissant libre cours à son hilarité. L'attirant sur le lit, il lui embrassa la poitrine, puis le ventre. Elle rit à son tour, mais se dégagea gentiment et finit d'enfiler sa robe. J'ai des rondeurs, c'est tout, comme toute femme qui se respecte, se défendit-elle. Vous verrai-je demain? Non, je dois tenir compagnie à Vivek, et le duc Cœur Ébène arrive après-demain. Sais-tu qu'il a fallu qu'Almalexia parte pour que j'apprécie vraiment son don pour la politique? C'est la même chose pour moi, répondit-elle, coquette. Vous ne m'apprécierez que lorsque je ne serai plus là. C'est faux, et tu le sais, protesta-t-il. Turala lui accorda un ultime baiser avant de partir. Dans le couloir, elle se répéta ce qu'il venait de lui dire. Mais l'apprécierait-il moins ou davantage quand il apprendrait qu'elle prenait des rondeurs car elle attendait un enfant de lui? L'apprécierait-il assez pour l'épouser? L'année se poursuit dans le livre 2, Clair Ciel.